Bonjour, mon nom est Bruno Gouliel-Minetti. Je suis animateur du podcast d'actualité numérique moncarnet.com. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 30e édition du colloque à risque. Une édition particulière, temps oblige. C'est une édition qui est en ligne et contrairement à ce qu'on faisait par le passé, de vous réunir pendant toute une journée dans un endroit physique, eh bien, cette année, on a décidé de répartir la chose sur 3 jours et plutôt que de vous prendre toute une journée, eh bien, on vous donne des rendez-vous ici et là. Pendant la journée, vous pouvez accéder à des rencontres qui seront présentées sur le site du risque. Alors, au menu, on a 4 rencontres, je vous le disais. Richard Corbeil sera là pour parler de Risque Cloud. Il y a Hugo Dominguez qui va être là pour nous parler de CanSoc. Il y a Catherine Anthonyson qui va être là pour nous parler de Canary. Mais pour tout de suite, question de bien lancer ces rencontres, on va accueillir le président et le directeur général du risque. Je parle de Marc Denoncourt et Richard Lacombe. Marc Denoncourt, Richard Lacombe, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, normalement, je vous aurais cédé le podium sur la grande scène, mais là, on se retrouve les trois dans le moniteur des gens qui nous regardent. Marc Denoncourt, j'allais vous dire grosse année, mais avant de vous dire grosse année, je voudrais vous céder le microphone parce que il y a un monsieur qui est absent qu'on est habitué de voir d'habitude dans nos rencontres annuelles du risque, et c'est Daniel Bessner. Oui, effectivement. Donc, grosse année sur plusieurs points de vue, dont le changement du directeur général. Daniel Bessner, qui après 3 ans a décidé de prendre une retraite, nous quitte avec la satisfaction du travail accompli. Vraiment, Daniel a été un contributeur important au risque dans les derniers 3 ans. Et personnellement, et le conseil d'administration est très fier de la contribution de Daniel, puis on le remercie. Il y a quand même une bonne nouvelle qui s'ensuit. On a trouvé un nouveau directeur général nous sommes également très contents d'avoir recruté Richard Lacombe comme DG. Richard est un vieux de la vieille de notre industrie, donc c'est ce qui fait vraiment là, que son onboarding en français, là, donc sa mise en place dans l'organisation, elle va très rapidement parce que Richard connaît bien le réseau collégial, connaît bien le réseau universitaire. Il est très connecté au secteur de l'éducation au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc, on est vraiment content là, que Richard ait accepté le rôle, puis je vois ça très positivement dans les années qui s'en viennent. Alors, merci de venir à nous. On va faire comme s'il ne nous entendait pas, là. Mais c'est un gros atout d'avoir un directeur général qui, pendant une vingtaine d'années, a été dans le décor, a travaillé, était investi dans son engagement, et là, il arrive dans une situation stratégique. Oui, effectivement. Non, c'est à notre avantage, puis c'est à l'avantage de l'industrie au complet, là. Donc, pas juste pour le risque, ça permet une continuité pour tout le monde, incluant le ministère de l'Éducation, avec qui Richard est habitué de communiquer. Donc, non, c'est une très bonne nouvelle. Puis, il n'y aura pas de perte dans la transition entre les directeurs généraux. Il va y avoir de la continuité, puis et plus. Richard, juste avant d'aller plus loin dans l'entrevue, je suis curieux, puis on va quand même vous céder la parole. Comment on se sent quand on a été membre pendant toutes ces années-là, qu'on a travaillé sur des questions stratégiques et que là, finalement, on se retrouve directeur général? Bruno, moi je trouve que le risque, c'est un joyau qu'on a au Québec. C'est une entreprise qui a été développée par et pour, dans le fond, les universités et les cégeps. Ça répond à un besoin essentiel en termes de recherche et d'éducation, pas seulement sur le plan provincial, mais on est aussi interconnecté avec nos différents réseaux sur le plan fédéral, sur le plan international. Et c'est une belle mission. C'est une mission qui me tient à cœur. C'est une mission que j'ai vécue pendant près d'une vingtaine d'années comme directeur des technologies de l'information, tant dans le réseau collégial que dans le réseau universitaire. Donc, pour moi, c'est une continuité de cette mission-là. Et je suis vraiment fier là, de faire partie de cette belle aventure.
Bon, ben, je pense qu'au nom de tous vos membres, je veux bien vous souhaiter la bienvenue, parce que j'ai l'impression que si tout le monde était dans la salle, il y aurait une main d'applaudissements virtuelle. Écoutez, Marc, je reviens à vous. Je vous disais que ça avait été une grosse année, et comme quoi, hein, vous êtes doté d'un plan stratégique 2018-2021. C'est quoi les éléments marquants de la dernière année au niveau de la gouvernance? Sur la question de la gouvernance, je rappelle à ceux qui m'ont déjà entendu, là, on avait fait faire une revue de la performance du conseil d'administration par l'IGOP, qui est l'Institut de gouvernance des organismes privés et publics. Et l'IGOP avait fait quelques recommandations qui sont en partie de régie interne au conseil d'administration, mais aussi en partie de structure. Puis cette année, on a comme fermé la boucle sur les recommandations de l'IGOP. Et la dernière chose qu'on a mis en place, c'est en fait d'ajouter un siège pour les représentants cégep au niveau des administrateurs, qui était une recommandation de l'IGOP. Donc, on ferme la boucle avec ça. Juste un rappel peut-être, là, dans l'autre élément structurant dans la gouvernance qui a changé, c'est lorsqu'on a en fait combiné il y a 2 ans le comité consultatif et le comité de tarification dans un comité. Ça aussi, ça a eu un impact sur la structure de gouvernance. Sinon, pour le reste, c'est plus des questions de comment on travaillait à l'interne. Je voudrais peut-être souligner le fait qu'on a fait dans la dernière année notre première évaluation officielle de la performance du CA dans une structure là, formelle. Puis, ce qui est encourageant, c'est que le feedback des administrateurs est extrêmement positif sur la performance du CA. Donc, je suis très content de ça. Et ça démontre là, de la maturité du risque à bien des égards. Ça, c'est la question de la gouvernance en général, mais sinon, un peu plus spécifique, le risque a eu encore une bonne année d'un point de vue financier. Donc, la gouvernance fait sa job. Par contre, il ne faut pas que je donne trop de crédit aux administrateurs. Le crédit revient surtout au gestionnaire du risque. Le risque est un très bon gestionnaire de son argent et de ses budgets. Mais aussi, d'un point de vue revue de la performance financière, là, le risque a eu une très bonne année, puis on est entre bonnes mains. De bonnes nouvelles, ça? Oui. Et c'est rassurant pour les membres. Oui. Richard, je me tourne vers vous. En lien avec le plan, c'est quoi les projets porteurs d'avenir pour le risque? On en a plusieurs. On a eu une grande année de réalisation 2019-2020. Mais aussi, en plus de la direction générale, il a fallu faire quelques restructurations, notamment la directrice qui était service aux membres et exploitation a quitté. Ça nous a permis de travailler avec l'équipe pour une promotion à l'interne. Donc, ceux qui connaissent Richard Corbeil, qui était responsable de l'exploitation, a eu la promotion de directeur des technologies de cybersécurité. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle en continuité, mais aussi pour lui parce qu'il fait un excellent travail au risque. Et ça nous a permis de créer le nouveau poste donc, qui s'amalgame avec le service aux membres et au niveau des communications. Donc, ça va être aussi un poste important, stratégique, pour assurer le maintien des relations avec nos membres et partenaires, bien comprendre que l'offre de service crée de la valeur et est à hauteur des besoins de l'ensemble de nos 3 réseaux et des centres de recherche. On a eu aussi un investissement important qui est la modernisation de la dorsale optique. C'est un dossier qui a été complètement fini dès le mois de mai 2020, mais ça a été un engagement de longue haleine sur la dernière année et les équipes ont travaillé très fort à compléter dans les temps prescrits la modernisation de cette dorsale. Ça nous donne un réseau à la fine pointe de la technologie qui permet de bien desservir autant les établissements aujourd'hui que pour les années à venir. Donc ça, c'est un grand coup de chapeau aux équipes qui ont réalisé ce gros dossier-là. C'est vraiment très important pour nous. Et l'autre élément important qu'on a travaillé depuis plusieurs années, je me souviens d'être sur différents comités où on parlait déjà de ce projet, c'est un nouveau lien qui nous amène dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, donc un lien vers Rouyn-Noranda. Et c'est un lien qui a été complété cette année pour offrir des services à la pleine capacité que le risque peut offrir à nos membres et partenaires dans cette région-là. On est très fiers aussi de cet ajout qui est tout près de 600 km de fibres quand même qui a été ajouté au réseau pour desservir la région. Mais là, on pourra avoir une meilleure portée pour l'ensemble de cette région de ce côté-là.
On poursuit bien sûr le branchement des centres de services scolaires, donc les commissions scolaires qui sont maintenant transformées en centres de services scolaires. Et les derniers chiffres que j'ai, on parle de 80% de ces centres qui sont branchés au risque. On a commencé, je me souviens, vers autour de 2002-2004 à brancher des centres de services scolaires. Et là, on est vraiment dans un mouvement appuyé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur aussi pour des investissements initiaux de branchement. Donc ça accélère grandement les choses et on est en discussion avec les quelques commissions scolaires, les centres de services qui sont toujours à brancher sur le réseau. On a aussi une initiative importante en collaboration avec le réseau national de recherche et d'éducation, qui est l'implantation d'un système de surveillance et d'alerte pour le réseau du risque. Ça nous permet d'être beaucoup plus proactifs, savoir ce qui se passe, regarder s'il y a des enjeux de sécurité et de pouvoir réagir adéquatement si jamais il y avait des éléments qui surviendraient sur le réseau. Donc ça, c'est une très belle implantation aussi que nous avons fait. Un projet majeur qui est en cours d'exécution actuellement, qui est le projet de haute disponibilité. C'est un projet aussi qui est en grande priorité pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour lequel on les remercie de cet appui fort important. Et l'objectif de ce projet de haute disponibilité, c'est de retirer les maillons faibles du réseau. En fait, si on n'avait qu'un seul lien vers un établissement ou un seul type d'équipement à un endroit, on pourrait avoir un maillon qui fait en sorte que le réseau ne se rend plus ou n'est plus disponible pour un membre ou un partenaire. Donc, la haute disponibilité vise dans la majorité des cas de doubler ces liens, doubler les équipements requis pour accéder à l'Internet et à l'ensemble des services. Dans certains cas, pour différentes raisons, que ce soit par des dispositions géographiques, ça serait plus difficile de faire le dernier 1000 ou le dernier kilomètre pour se rendre à l'établissement. Dans la mesure du possible, on va essayer de reprendre ces éléments-là pour assurer la plus grande disponibilité possible. C'est un dossier majeur parce qu'on parle de couvrir l'ensemble des établissements sur le territoire québécois. On a défini le projet en 26 régions distinctes pour lequel on attaque région par région de façon à s'assurer que les investissements et le temps qu'on passe sont bénéfiques à un groupe donné. Et on va s'assurer de remplir cet ambitieux projet dans les prochaines années. Au niveau de l'offre qu'on appelle Risque Cloud, qui est en fait l'offre d'info numérique, c'est aussi un développement important pour nous que l'on poursuit, c'est d'assurer que les membres et partenaires ont accès aux différents services qui sont en info numérique. On voit avec les nouveaux changements réglementaires, la venue de l'ITQ, qui sera nécessairement un partenaire pour nous, s'assurer que les services sont offerts à l'ensemble des membres de ce côté. Et puis, bien sûr, on va suivre l'actualité concernant la pandémie. C'est un élément important puisque c'est un enjeu réel au niveau des éducations et de l'enseignement supérieur que d'avoir des services à offrir en téléenseignement ou enseignement à distance. On le voit, les étudiants sont soit à la maison, suivent des cours à distance. C'est peut-être moins de gens sur les établissements, mais il y a certainement beaucoup de services qui sont disponibles à l'intérieur. Et je dois avouer que l'équipe du risque a fait un merveilleux travail de se retourner, fonctionner en mode télétravail, assurer que le réseau était fiable et disponible. D'ailleurs, nous avons été reconnus comme un service essentiel, ce qui nous permet de nous déplacer entre les régions si jamais il y avait des bris ou des incidents. Notre équipe sera en mesure de réagir sur le réseau. Mais ça aussi, c'est un élément qu'on va suivre de près puisque c'est une valeur stratégique pour les organisations de pouvoir fonctionner dans ces moments plus difficiles. Et c'est tellement un test sur toutes les équipes, ça, pendant qu'on le vit. Je retourne à vous, Marc. L'écosystème de la recherche et de l'enseignement supérieur est en constante évolution, même si à l'occasion, il est un petit peu bardassé. On parlait de pandémie, ça met à test bien du monde. Mais c'est quoi les principaux changements à surveiller pour la stratégie du risque? Effectivement, l'écosystème évolue beaucoup et j'anticipe que dans les prochaines années, ça va probablement être une question de croissance exponentielle. Ce qui s'est passé dernièrement, qui va impacter notre futur, au niveau fédéral, il y a eu la création d'un nouvel organisme avec pour mission d'offrir une infrastructure qu'on appelle une infrastructure numérique de recherche en support à la recherche universitaire à travers le pays. Donc, cet organisme-là a été créé cet hiver, qui est une démarche, qui est le résultat d'une démarche de plusieurs années, mais enfin, on a un organisme qui va prendre en charge l'infrastructure et la continuité. Donc, ce qui est nouveau dans notre monde, parce que souvent, l'infrastructure de recherche était subventionnée sur une base de projet et ponctuelle. Maintenant, l'organisme va s'assurer que lorsqu'on fait un investissement,
on puisse le maintenir dans le temps. Donc, ça touche beaucoup tout ce qui est infrastructure de calcul de haute performance, qu'on appelle, les logiciels de support à la recherche et la gestion des données de recherche. En parallèle à ça, Canary s'est fait revoir son mandat parce qu'il y avait de l'overlap entre Compute Canada et Canary. Donc, dans la nouvelle organisation d'infrastructure numérique de recherche, Canary a eu un mandat vraiment là, focusé sur le réseau et en plus de s'occuper de tout l'aspect sécurité de l'environnement de la recherche et de l'éducation au Canada dans un contexte là, de l'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est en soi des bonnes nouvelles. Là. Le fédéral a annoncé là-dedans là, des investissements de plus de 570 millions, dont 425 qui vont aller avec le nouvel organisme pour l'infrastructure de recherche numérique et 145 millions pour Canary. Et la majorité de ça, là, il y a 137 millions dédiés à la question de la sécurité. Donc, le risque, en étant une extension de Canary ou en faisant partie de la Fédération Canary, devient nécessairement partie prenante de ces investissements-là. Au niveau provincial, ça bouge aussi. On connaît tous le CSPQ, là, et il a été divisé récemment en deux entités, dont une entité qui va s'occuper d'infrastructures technologiques, dont un des mandats va être de consolider les centres de données pour le secteur de l'éducation. Donc, on parle de consolidation de centres de données, donc impact sur le réseau. Nécessairement, le risque va être impliqué dans les prochains changements. Si on poursuit au niveau provincial avec le ministère de l'Éducation, il y a toujours le plan d'action numérique qui est en cours. Là, on parle d'investissement, encore une fois, de plusieurs millions. Le risque est partie prenante du plan d'action numérique. Pour ceux qui s'en rappellent, le plan d'action numérique est composé de 33 mesures. Et la mesure 32 est spécifique au risque. C'est comme fait pour le risque. Donc, on fait partie de la mesure 32 et on va s'occuper de la connectivité de tout l'écosystème de recherche et de l'éducation au Québec. La mesure 33, qui regarde la partie sécurité, touche aussi le risque parce que la sécurité du réseau fait partie de notre mission. Donc, on va être impliqué. En parallèle à ça, au niveau provincial, le gouvernement a décidé de créer un centre gouvernemental en cyberdéfense. Et ce centre gouvernemental-là va regarder tous les aspects de la technologie. Et il va avoir un pendant au niveau du ministère de l'Éducation qu'on appelle le Centre opérationnel de cyberdéfense, donc le COCD qu'on appelle. Et pour l'éducation spécifiquement, il va en avoir un dans chacun des grands ministères. Et évidemment, le risque va faire partie de la discussion. Si on veut protéger toutes les institutions, on va faire partie des investissements en cybersécurité. Donc, ça bouge là. Puis, je voudrais revenir sur la haute disponibilité là, que Richard a juste mentionné. Ça aussi, ça va nécessiter des investissements majeurs. Pas qu'il n'y a pas de redondance au risque. En fait, le risque est très robuste. Mais au niveau des institutions, on va rajouter là, une protection supplémentaire. Puis, ça va nous occuper là, pas mal pour les prochaines années. Donc, notre écosystème, là, tant provincial que pan-canadien, va évoluer, il va profiter d'investissements, puis le risque, comme plusieurs des centres régionaux provinciaux au travers le Canada, va être nécessairement impliqué dans ces investissements-là. Quand même. J'allais t'occuper, vous. Richard, je termine avec vous. Quand vous regardez ça, vous, de votre côté, quelles vont être les prochaines grandes priorités du risque? Oui, il y en a plusieurs qui sont en lien avec les éléments que Marc vient de mentionner, notamment le nouveau mandat de Canary en cybersécurité. Pour nous, on est en train de regarder la signature d'une nouvelle entente de collaboration entre le risque et Canary. Bien sûr, cette entente va permettre de développer de nouvelles initiatives, de nouveaux partenariats et d'aller chercher du financement pour des projets prioritaires qui seront discutés à l'ensemble des responsables là, du réseau national de recherche et d'éducation, mais aussi en considérant bien sûr les priorités de nos membres en enseignement supérieur et de recherche au Québec. Ça, c'est un élément pour nous qui est très important, puis ça va nous permettre de faire des pas de géant en termes de maturité pour la sécurité de l'information. Et bien sûr, assurer le suivi des liens avec les différentes initiatives gouvernementales. On voit actuellement l'initiative de prendre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et en faire deux ministères distincts.
Donc, nous, on va suivre, s'assurer qu'on réponde bien aux engagements qu'on a déjà pris, mais aussi aux engagements futurs, les initiatives que le gouvernement voudra mettre de l'avant pour renforcer ce réseau-là, améliorer le risque, mais aussi des initiatives de cybersécurité, pour lesquelles le risque étant au cœur des communications avec ces établissements-là, a certainement un rôle à jouer pour ajouter de la valeur et assurer une meilleure protection du réseau. Enfin, certainement, on a parlé tantôt du plan stratégique 2018-2021. Donc, j'ai à compléter ce plan stratégique-là d'ici le mois de mai prochain. Mais aussi, on démarre la mission de rédiger un nouveau plan stratégique 2021-2024. Alors, comme par les années passées, notamment celui que j'ai participé au dernier plan stratégique, on mettra en place un comité de stratégie avec des représentants spécifiques de nos membres et partenaires pour aller chercher quels sont les besoins, l'idéation, comment on voit le risque, comment on se projette pour un autre 3 ans dans ce plan stratégique-là. Et on aura l'opportunité d'impliquer aussi nos instances, notamment le comité consultatif qui a un rôle important sur les recommandations qu'on met de l'avant sur l'évolution du réseau ou sur les services qu'on a à offrir auprès des membres. Et bien sûr, comme toute démarche de planification stratégique, on aura l'occasion de faire aussi un sondage auprès de nos membres, assurer de la satisfaction des services qu'on offre déjà, ou aussi aller chercher certains éléments d'idéation pour voir plus grand dans ce prochain plan stratégique. On peut prendre un instant pour parler de CANSOC. Comment vous voyez ça, vous? Certainement, CANSOC est une initiative fédérale et c'est un élément porteur pour la protection du réseau. CANSOC se veut un élément qui est en lien avec notre projet que j'ai discuté plus tôt, donc notre système d'analyse d'incidents. Et c'est une initiative de 6 grandes universités fédérales pour laquelle on a des participations ici au Québec, notamment avec la collaboration de Hugo Dominguez de McGill. Et ça me permettra de mettre en place des services de journalisation et de capturer les différentes tendances autour du réseau de télécommunications et de pouvoir prévenir. Donc, si on voit quelque chose qui se passe dans un endroit, il est possible que aussi ça puisse avoir des impacts à d'autres endroits. Et donc, cette grande toile-là de protection, d'alerte et de surveillance est pour nous porteur et on va suivre l'évolution pour permettre aux membres de bénéficier de cette infrastructure. Je vous remercie d'avoir mentionné Hugo Dominguez parce qu'on va justement lui parler dans le cadre du colloque. Il va nous parler de CANSOC en plus détaillé et concrètement ce que ça veut dire carrément dans le quotidien des différents administrateurs à travers le Québec. Écoutez, messieurs, je vois le temps filer. Marc Denoncourt, président, Richard Lacombe, directeur général. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. En tout cas, on voit que vous êtes occupé pour 2020. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? C'est une excellente question. Je dirais que c'est sûr que si on pourrait sortir des éléments actuels des conditions sanitaires, ça peut faciliter le travail de tous, mais on sera certainement au cœur de l'ensemble des priorités du réseau pour les années à venir. Marc? Beaucoup d'investissements. Le risque va s'occuper de tout ça. On va s'assurer d'offrir un service à la grandeur de la province et continue. Messieurs, merci beaucoup pour votre travail, votre investissement et puis je vous souhaite une bonne suite de colloque. Good. Merci. Au revoir.